Mesdames et messieurs, bonsoir. Sous nos tropiques, elle était, elle est et restera un tabou. Et pourtant, l'objet de son enseignement est désigné sous le vocable la vieille école du monde. Votre émission désormais ouvre ses rideaux chez vous. Tribune des femmes à travers ces trois rubriques. Parlons-en, la part des choses et les minutes du coach va mettre en lumière un des problèmes sociétaux les plus polémiques jusqu'à notre ère. Il s'agit bien évidemment de la responsabilité des parents et plus précisément de la mère dans l'éducation sexuelle chez l'enfant. Si autrefois les conseils de grand-mère ont servi de courant ou d'école intergénérationnelle, il n'en demeure pas moins de la méthodologie qu'elle est aujourd'hui désuète. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Madame Antoinette Domingo. Elle est spécialiste en psychoéducation et fait de la promotion de l'éducation familiale et des questions de genre son cheval de bataille. Madame Antoinette Domingo, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Carole. En face de vous, Madame Domingo, un homme. Monsieur Cadet Avonon est consultant en éducation sexuelle. Monsieur Cadet Avonon, bonsoir. Merci d'être des nôtres. Bonsoir, Carole. C'est un plaisir pour moi d'être là. Alors, parlons-en. C'est la première rubrique de cette émission. Je démarre par vous, Monsieur Avonon. Que peut-on comprendre par éducation sexuelle? Très bien, Carole. Par éducation sexuelle, on entend, je vais expliquer en termes clairs pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre. On entend par éducation sexuelle un ensemble de composantes, de thématiques, d'apprendre à vivre qui constitue un processus qui vise à doter l'individu, notamment la fille ou le garçon, des compétences, des aptitudes pour pouvoir opérer des choix beaucoup plus responsables, des choix bien éclairés en ce qui concerne la sexualité. Et lorsque je parle de sexualité, c'est de façon globale, de façon holistique, parce que la sexualité à elle-même ne peut pas être quelque chose qu'on peut cerner facilement. Donc c'est tous ces éléments-là, tout cet ensemble d'informations qu'on arrive à apporter à l'individu pour lui faciliter une meilleure gestion de sa sexualité. C'est ça que nous mettons tout simplement en éducation sexuelle. Alors, Madame Domingo, quelle est l'importance de l'éducation sexuelle quand on sait que dans notre société, le sexe reste un sujet tabou? Merci, Carole. La sexualité est une expérience fondamentale de l'homme et son importance dans l'éducation de nos jours permet aux jeunes garçons ou à la jeune fille d'asseoir tous les aspects de sa vie, les aspects relationnels, avoir un comportement sain, arriver à communiquer avec soi-même et avec autrui, arriver quand même à différer le premier rapport sexuel. Ça englobe beaucoup de choses. Et aujourd'hui, avec ce que nous constatons sur le terrain, il urge d'aider les parents à comprendre ce bien fondé. Parce que c'est pas quelque chose qu'on peut toucher et qui n'est pas facile. C'est pas que c'est une discipline qu'on pourra dire maintenant à un jeune, la sexualité fonctionne de telle manière. Non, on peut aider les parents à aller sur le volet affectif pour les aider dans le quotidien à implémenter des actes pour aider le jeune à bien s'épanouir et vivre la vérité de l'amour. Monsieur Kader, quelle est l'importance de l'éducation sexuelle aujourd'hui? Bien. Tout en mettant l'accent sur la résistance de la communauté. Très bien. Je crois le monde entier, et principalement le Bénin, et beaucoup d'acteurs
beaucoup d'entités ont compris aujourd'hui l'importance de l'éducation sexuelle. Ailleurs, on vous parlera au Bénin particulièrement, on vous parlera d'éducation à la santé sexuelle. Ailleurs, on vous parlera d'éducation à la vie familiale. Pour d'autres, c'est l'éducation à la vie et à l'amour. Donc, chacun met ça sur un vocable de façon à ce que ça puisse facilement intégrer la société. Parce qu'on a vu qu'il est important, il est nécessaire de parler de la sexualité, d'éduquer au sujet de la sexualité. Pourquoi? Il y a assez de problèmes aujourd'hui que rencontrent les adolescents et les jeunes lorsqu'il s'agit de la sexualité. Les problèmes de grossesse non désirée sont là, les problèmes d'infections sexuellement transmissibles, les problèmes d'avortement à risque qui conduisent pour la plupart au décès ou à des conséquences fâcheuses sur l'individu. Il y a aussi les problèmes de violence sexuelle basée sur le genre, les problèmes relationnels dans la société. Donc, il y a les problèmes de harcèlement, tout ça est dedans. Et c'est des faits de société qui existent aujourd'hui et qui constituent un problème, non seulement pour les jeunes, les filles et les garçons, mais évidemment pour la société. Du coup, il est très important de mettre en place un instrument ou une stratégie qui permet, peut-être pas nécessairement pour totalement évacuer le problème, mais pour réduire totalement, à un degré assez élevé, les impacts de ces phénomènes que je viens de citer. Du coup, l'importance pour la société aujourd'hui d'enseigner l'éducation sexuelle, qui est un outil qui tient compte de tous ces éléments, qui donne la capacité à chaque individu qui évidemment aura nécessairement à passer par ces étapes-là, qui, si mal gérées, pourraient conduire à des problèmes irréparables. Donc, l'intervention d'une éducation sexuelle vient donner les outils, les armes à l'individu vers qui l'éducation est délivrée, de pouvoir mieux gérer ces situations-là lorsque il ou elle est en face de X ou Y situation qui pourrait l'amener à ces conséquences fâcheuses ou à ces faits que je viens de citer tout à l'heure. J'en déduis donc la nécessité de parler du sexe aujourd'hui très tôt à l'enfant, soit au jeune garçon ou à la jeune fille, mais plus à la jeune fille parce que c'est ce qu'on constate. Pourquoi, Madame Domingo, cette fixation sur la petite fille? C'est ce que je voulais qu'on en discute. C'est parce qu'on voit tout de suite la femme. Quand on parle de sexualité, on voit la femme. C'est pour ça, tout de suite, dans les familles, on met tout sur la fille et on dit tu dois être ci, tu dois adopter tel comportement pour pouvoir être mieux vu par la société. Oubliant que sans l'homme, sans le petit garçon, il n'y a pas de fille. Parce que ce petit garçon qu'on oublie aujourd'hui, à qui on aide à asseoir réellement sa sexualité, qui est aussi égale à sa virilité, on l'oublie en l'aidant à réellement cultiver, à pouvoir se contenir. Et on met tout sur la fille, qui est toujours en premier plan. C'est pour ça, chaque fois, on ramène tout à la femme. Mais non, oui, la femme a une mission première, qui est de procréer et d'être là aux soins de ses progénitures pour ce qu'elles vont devenir demain. Mais ça seul ne suffit pas. Les deux doivent aller de pair. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait un regard d'éduquer les enfants à avoir une personnalité et non d'aller seulement sur le sens j'éduque une fille ou bien j'éduque un garçon. Monsieur Kader, est-ce normal cette fixation sur la jeune fille? Est-ce normal, cette fixation sur la jeune fille? Je pense qu'on va remonter tout simplement dans nos valeurs, dans nos normes, dans notre culture de façon générale. Vous allez voir, dans la plupart des sociétés, surtout africaines, mais plus précisément dans nos sociétés béninoises, le rôle accordé à la femme est toujours un rôle du second plan. Un rôle de toi qui sers l'homme, mais il n'y a pas une éducation, quand vous voyez à la base, qui montre que, entre-temps, l'homme et la femme pourraient être complémentaires. Du coup, les normes, les traditions, pendant longtemps, ont forgé la société sur le fait, sur la vulnérabilité de la femme. Et la femme est là juste pour servir les besoins beaucoup plus de l'homme ou du garçon.
Du coup, quand vous prenez une fille et un garçon qui vont à l'école, si les parents ont la possibilité d'envoyer une première personne, C'est les garçons. le garçon, parce qu'on se dit que bon, la femme, au-delà de toute chose, sera sous l'homme. Et c'est l'homme qui va gérer Prendre tout. soin de la femme. Mais on n'a pas cette éducation de ce que la femme peut contribuer à améliorer les choses dans la société. Du coup, quand on applique cela à la sexualité, il est clair qu'on comprend que l'homme est le maître, celui qui gère la sexualité. Donc tout ce qui est négatif là-dedans, on jette ça sur la femme. Tout ce qui est humiliant, tout ce qui est responsabilité, tout de suite on dit que c'est la femme. Écoute, moi je ne suis pas dans ces affaires-là. Toi, tu es la femme et c'est toi qui dois éduquer les enfants sur la sexualité. Comme si l'homme était exclu de la sexualité. Comme si les garçons étaient exclus de la sexualité. Donc, tout part déjà de nos normes, de nos cultures, de nos valeurs qui mettent la femme dans une position de, bon, quand il s'agit d'éduquer les enfants, c'est toi. Elle a parlé de la procréation. C'est comme si, quand l'enfant naît, c'est fini. C'est plus le problème de l'homme. Ça devient une priorité pour la femme. Ça devrait être une mission première de la femme. Mais c'est une mission première et de la femme et de l'homme. Pour pouvoir mieux éduquer les enfants, il faut les deux. Comme on peut avoir uniquement l'homme qui sont en train de faire le travail et la femme accompagne. Donc, c'est vice-versa. Donc, il faut cette complémentarité-là. Madame Domingo, à quel âge doit-on parler de la sexualité avec les enfants? Aujourd'hui, à tous les âges, on peut parler de la sexualité à l'enfant en tenant compte de la période et du moment. Pourquoi je dis de la période? La sexualité de l'enfant se développe déjà depuis le ventre de sa mère. Parce que sa mère, l'enfant, pendant 9 mois, était libre de tout. Il peut faire tout ce qu'il veut dans le ventre de sa mère. Mais quand il vient au monde, c'est aussi une étape de sa sexualité où on lui apprend à recevoir quelques normes. Manger à tel moment, se divertir à un moment donné. Donc c'est à toutes ces étapes de la vie de l'enfant où on peut déjà éduquer l'enfant à la sexualité. On ne peut pas attendre quand l'enfant, pour sa curiosité, a posé des questions pour dire maintenant, on veut lui inculquer une éducation sexuelle. C'est là où le problème se pose. Parce que nos parents ne comprennent pas que l'éducation sexuelle, c'est les comportements que nous adoptons quotidiennement avec nos enfants. Le regard qu'on porte sur ces enfants, le sourire qu'on lui apporte, le temps d'écoute qu'on lui attribue et aussi comment on partage chaque activité du quotidien avec ces enfants. Tout ça là met déjà en place un processus d'éducation à la sexualité. Ce n'est pas simplement au moment où l'enfant s'ouvre sur le sexe en sachant que je suis fille, il est garçon, et ça crée cette relation d'attirance qu'on se met à pouvoir imposer, à dire maintenant, voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu ne dois pas faire Oui, également. c'est là où aujourd'hui on voit un peu de décadence dans tout ce qui se passe aujourd'hui. On attribue à la débauche sexuelle, à ci ou à ça. Sinon, si on peut comprendre que chaque acte que nous posons, si on peut être là pour nos enfants, ils n'auront même pas besoin à nous poser des questions sur le sexe. Parce qu'on aurait déjà eu le temps d'agir sur certains penchants. Un enfant qui prend tout le temps à prendre du biscuit n'a pas de retenue pour tout ce qu'on lui dit. Il faut savoir déjà qu'il aura une sexualité de débauche après. Et déjà le canaliser. Parce que ce n'est pas quelque chose sur lequel on arrive à agir, comme je l'avais dit au départ. Donc voilà l'ensemble. Il n'y a pas une étape ou une période donnée. Mais si, en tant que mère, on peut respecter chaque étape du développement de l'enfant, vraiment on va agir sur l'éducation sexuelle et avoir des enfants épanouis, vraiment, qui prônent des valeurs. Alors, Monsieur Kader, selon vous, à quel âge doit-on parler de la sexualité avec les enfants? Oui, est-ce à l'âge biologique ou à l'âge social? Mais je crois, elle l'a dit, déjà dès la naissance de l'enfant, tous les comportements vont vers la sexualité de toutes les façons. Parce que il faut qu'on clarifie quelque chose. Quand on parle de sexualité,
Les gens, pour la plupart du cas, se disent que, bon, quand on dit sexualité, c'est l'acte sexuel. C'est-à-dire ce comportement sexuel qui inscrit pour être le coït vaginal. Les gens regardent systématiquement cet aspect de la chose-là. Dans la plupart des expériences que nous avons eu à faire, lorsque vous dites c'est quoi sexualité, ce n'est que cette définition. Le sexe. Voilà, cette vision que les gens ont de la chose. Mais en réalité, la sexualité, ça part de beaucoup d'éléments. Les relations qui pourraient exister entre un père et son enfant, une maman et son enfant, la question d'amour, la question d'amitié, les questions de camaraderie, les relations qui existent entre les personnes, l'amour que deux êtres pourraient avoir l'un pour l'autre, les questions de tolérance. C'est assez global, c'est beaucoup de choses à la fois. Donc imaginez un enfant qui naît déjà reçoit de l'amour de ses parents et ça lui donne de la satisfaction. La sexualité, c'est ça, la façon dont vous explorez tous ces éléments, tous les sens, votre environnement pour recevoir du plaisir. Vous voyez, tout ça rentre dans la sexualité. Mais lorsqu'un enfant naît déjà et que l'enfant a faim, vous lui donnez le lait maternel, l'enfant se calme. L'enfant reçoit une satisfaction qui l'amène à se calmer. Ça voudra dire qu'il y a un aspect inné de la chose. Il y a un besoin exprimé de la chose, de la satisfaction, du plaisir, de l'épanouissement dans chaque individu qui naît déjà. Donc, à chaque étape, un message est adapté. À chaque étape, l'outil est adapté. C'est-à-dire, le message que vous allez servir peut-être à un enfant de 0 à 2 ans n'est pas nécessairement le message qui sera servi à quelqu'un entre 8 et 12 ans. Donc ça diffère elle a dit quelque chose au début, lorsque l'enfant exprime le besoin de recevoir une éducation, donc on saisit en fait des opportunités. Donc ça commence déjà au début, déjà dès la naissance de l'enfant, il saisit les différentes opportunités sur la base des besoins, les questions. Les enfants posent souvent des questions à la maison. Ah, elle a le vagin, moi j'ai le pénis, elle c'est une fille, lui c'est un garçon. Ouais, il y a déjà de ces aspects, de cette différenciation qui se font déjà dans la société. L'enfant arrive à distinguer que ça c'est un sexe opposé à mon sexe. Mais comment on arrive à montrer à l'enfant en ce moment que oui, c'est un sexe opposé à ton sexe et le sexe de l'autre, c'est son sexe, le tien est pour toi et tu n'as pas le droit sur le sexe de l'autre. L'autre non plus n'a pas le droit sur ton sexe. Tu dois protéger ton sexe tout en respectant le sexe des autres. Donc, il y a des messages qui devraient être adaptés à chaque cible de 0 jusqu'à l'âge où l'enfant pourra être en mesure de prendre des décisions lui-même. Mais elle a dit, lorsque vous retardez cela, il est clair qu'il y a beaucoup d'étapes que vous avez passées. Mais je confirme quand même qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui l'appliquent, qui discutent allègrement des questions de sexualité, de la vie de leurs enfants, comment ils vivent à l'école, comment ça va à l'école, lorsqu'ils sortent de la maison, les relations avec les amis, c'est comment les parents s'intéressent à ça. Lorsque vous vous intéressez à ça, c'est une façon de vous rapprocher de l'enfant et de mieux comprendre ses besoins pour pouvoir lui servir les réponses adaptées. Alors, Madame Domingo, dites-moi, quand on parle de l'éducation sexuelle, la responsabilité, on parle des parents. Et on se dit, c'est peut-être la femme. Est-ce la mère ou le père qui doit plus éduquer sexuellement l'enfant? L'éducation sexuelle incombe aux deux. Parce que pour la fille, son premier amour, c'est son père. Et si le père n'est pas là, présent à des moments donnés pour permettre à cette fille de pouvoir calmer cette envie qui est en elle de découvrir c'est quoi cette attirance qui est dans sa vie, ça pose problème. Du côté de la mère, c'est sa mission première. Vous comprenez? Parce qu'elle a peur que sa fille demain ne répondent pas aux attentes de la société afin qu'on puisse jeter le discrédit sur elle. Donc, je dirais, elle prend ce rôle à corps bras, vaillant et à des moments donnés passe à côté parce qu'elle veut vivre sa vie dans la vie de son enfant. Elle part des fois de ses expériences du passé, de ce qu'elle a vécu dans son environnement et elle pense inculquer à sa fille. Sinon, ça revient aux deux. Le père et la mère, mais plus, comme on le dit précisément, la femme. Mais aujourd'hui, on constate qu'il y a encore des pères qui sont encore bons éducateurs pour leurs filles que des femmes. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si moi-même, en tant que mère, je n'ai pas reçu une éducation qui me permet de comprendre un peu c'est quoi l'affectivité, c'est quoi le plaisir, c'est quoi la sexualité, je ne peux rien donner
En retour. en retour. Je vais donner un exemple où une fille qui vient, un garçon qui vient à la maison, parce qu'ils ont fait un coup, on dit c'est quoi le clitoris? Il pose la question au père pour dire, on nous a demandé c'est quoi clitoris? Le père dit mais c'est ta mère qui est mieux Placé pour te placée pour te l'expliquer. l'expliquer. Et on a fait part à son épouse. L'épouse a dit il n'y a pas de souci. C'est de ça qu'on a dit non. Quelques jours après, elle va prendre sa douche, va sur son lit, se couche et appelle son garçon de venir voir ce qu'on appelle le clitoris. Waouh. Vous comprenez? C'est comme aujourd'hui, on dit les mots, mais l'expression, c'est pour ça que je dis c'est un peu compliqué. Comment Vous la savez, mère doit expliquer le clitoris à son enfant? Pas plusieurs manières. D'abord dire, mais chaque fois on vous dit des choses et qui vous dépassent, non, je te l'apprends. Et après, ramener l'enfant complètement en bas pour dire le clitoris. Tu sais, c'est une fleur qui reste dans un jardin et tout le monde n'a pas accès à ça. Quand le moment viendra, je te jure, tu auras, comment on appelle, les réponses à ça. C'est une fleur. Tu connais bien telle fleur. Parce que déjà, c'est comme ça. C'est le dessin que tu peux pas. C'est de ça que tu peux parler à ton garçon. Mais c'est avec la femme. Et la femme protège ça toujours. Et au moment opportun, elle permettra et tu pourras y voir. Monsieur Kader, Oui. à qui incombe la responsabilité d'éduquer sexuellement les enfants dans un couple? Pour répondre de façon directe, l'un ou l'autre des parents. L'un ou les deux parents, voilà. L'un ou les deux parents, c'est-à-dire, elle a dit, la femme ou l'homme, ou les deux peuvent le faire. Le plus important, c'est de trouver les moyens de le faire. Mais ça ne se limite pas qu'à ça. Lorsqu'on parle d'éducation sexuelle des enfants, c'est un fait de société aujourd'hui. Et il y a plusieurs entités qui doivent aussi intervenir dedans. Notamment le rôle que jouent les journalistes aujourd'hui. La preuve, on est en train d'animer une émission sur la question. Ce n'est pas parce qu'on a réuni nos enfants à nous, mais parce qu'on veut apporter quelque chose, un changement dans la société. Donc ça ne se limite pas qu'aux parents. On est la femme, on ne veut pas spécifier que c'est la femme, que c'est l'homme. C'est les deux. Et toutes les entités qui peuvent intervenir pour éduquer aussi l'enfant en termes d'éducation. Et je reviens sur le fait que le message que vous apportez dépend de l'âge de l'enfant, dépend du besoin, voilà, exprimé par l'enfant. Vous voyez, quand on prend la question du clitoris là maintenant, lorsque vous n'en parlez pas à l'enfant, vous lui dites non, c'est pas quelque chose qui te concerne, tout de suite, il va pousser sa curiosité, comme tout être humain. C'est ce qui est normal en lui. Mais comment doit-on lui répondre? Est-ce qu'il y a une façon précise de répondre? Mais il y a plusieurs façons de répondre, mais choisis la meilleure de façon à ce que ça puisse être adapté à la cible, à l'enfant que vous êtes là. Mais il ne faut pas fuir la question. Lorsque vous apportez la réponse, montrez-lui en même temps l'usage qui est fait et comment l'usage fait du clitoris pourrait engendrer quoi comme conséquence. Ou qu'est-ce que ça peut donner. C'est-à-dire vous lui montrez en même temps, lorsque c'est la fleur dont elle a parlé, lorsque la fleur est vite cueillie, c'est fini, ton jardin sera plus beau, par exemple. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Vous voyez, donc il faut préserver cela jusqu'au jour. Et à un moment donné, il faut update, il faut actualiser l'information. Donc, lorsque vous arrivez à actualiser l'information, c'est parce qu'à un moment donné, le besoin a été exprimé d'actualiser l'information. Du coup, établissez ce lien-là de dialogue basé sur le besoin de l'enfant, pas sur ce que vous voulez nécessairement. Bon, c'est vrai que des fois, l'instinct des parents peut vous amener à orienter l'enfant à est-ce que je vais lui en parler? Si je lui en parle maintenant, est-ce que je ne vais pas tout gâter? D'autres parents ont peur d'en parler, ont envie d'en parler, mais ils ont peur de mal en parler. Du coup, tout ça aussi, c'est des problèmes de la société. Mais il y a des structures aujourd'hui, il y a des entités aujourd'hui qui ont la bonne information, qui ont beaucoup de stratégies, et ça marche pour pouvoir dialoguer avec l'enfant. Donc, la responsabilité, moi, je ne suis pas pour le fait que ça soit uniquement sur la femme. Je pense que la responsabilité est partagée entre les deux parents, ou même l'homme ou comme la femme. Voilà. Dans les familles monoparentales, voilà. C'est comment ça se passe alors. Voilà. Et il y en a des monoparentales qui éduquent très bien leurs enfants. Oui,
Des fois, vous allez voir des familles où on dit, bon, les garçons n'ont qu'à peut-être aller vers tel parent, les filles aller vers tel parent. Mais il y a des familles monoparentales où la maman ou c'est le papa seul qui est là, mais qui éduque tous les enfants. On a discuté avec un roi. Le roi nous a dit, mais moi, je n'aime pas parler de la sexualité avec mes enfants. Mais tenez-vous bien, c'est le même roi qui réunit à chaque fois ses enfants et qui leur dit, si vous faites ça, vous allez tomber enceinte, ça va donner ça, ça va donner ci, ça va donner ça. Mais pour lui, il ne sait pas qu'il parle déjà de la sexualité. Du coup, il parle déjà de la sexualité avec, sans le savoir. Ses enfants. Nous allons marquer une courte pause. Avant de poursuivre cette émission, nous allons d'abord écouter la voix du peuple. La mère a la plus grande responsabilité dans l'éducation sexuelle des enfants. Parce que de nos jours, ce n'est plus un sujet tabou. Donc, nous devons prendre nos enfants, filles surtout, comme des sœurs, des amis, et leur prodiguer tous les conseils concernant la vie sexuelle. Nous devons leur expliquer ce qui se passe réellement, puisque les réseaux sociaux enseignent beaucoup plus le côté négatif. Donc, nous devons leur montrer ce qui se passe réellement dans les foyers, avec la jeunesse, avec l'âge que nous avons actuellement, parce que autant de nos parents à nous, c'était un sujet tabou. Et on n'arrive pas à se plaindre, on n'arrive pas à poser de problèmes aux parents. On ne peut pas en parler, on ne peut pas en parler. Donc, maintenant que nous avons compris que ça ne devrait plus être un sujet tabou, on doit chaque fois leur montrer tout ce qui est important à connaître avant qu'ils ne s'engagent. La sexualité est un sujet tabou et beaucoup de parents n'aiment pas vraiment en parler avec leurs enfants parce qu'ils se disent que en parler, c'est les exposer encore. Et je pense que c'est important que les parents aujourd'hui prennent la responsabilité de discuter de ce sujet avec leurs enfants. Parce que si on ne le fait pas, le monde, l'extérieur s'en chargera. Et cette fois-ci, ce serait vraiment de façon, comment je vais dire, de façon négative, quoi. Donc l'éducation sexuelle, déjà depuis le bas âge, je pense qu'il faut commencer. Il faudrait que nous essayons de mettre nos enfants en confiance pour leur parler véritablement de ce problème-là, pour qu'une fois au dehors, qu'ils ne soient pas surpris. Donc il ne revient pas uniquement à la mère de le faire. Donc d'abord, il faudrait que le père et la mère s'asseyent pour pouvoir trouver les mots justes qu'il faut. Parce qu'à chaque enfant, il faut d'abord connaître ce qu'il faut, le mot qu'il faut employer pour pouvoir faire passer un message à son enfant. Voilà, Madame Domingo, la démission des parents aujourd'hui par rapport à l'éducation sexuelle est beaucoup plus indexée. Dites-nous, est-ce que c'est de la démission ou de l'ignorance? Moi, je ne dirais pas que les parents ont démissionné. Parce qu'avant de démissionner, il faut savoir le faire. Il faut savoir que ça existe. Et il faut aussi savoir comment le faire. Exactement. Mais la majorité des parents aujourd'hui ne le savent pas. Et ne maîtrise même pas comment le faire. Donc moi, je ne peux pas parler de démission. Mais je ne peux pas aussi dire que c'est une ignorance. Parce qu'on ignore ce qu'on connaît. Mais si déjà la personne ne connaît pas, il n'est pas ignorant. Mais là où le bas blesse, c'est les parents ne sont plus disposés à cause du train de vie aujourd'hui à être présents pour les enfants. Et les enfants vivent une expérience que moi j'appelle monodialogue, où les enfants voient tout ce qui se passe autour de nous, écoutent tout, visuel tout, mais n'ont pas un répondant tout de suite pour leur dire, pour calmer leur ardeur. Pour filtrer les informations. Pour filtrer les informations. C'est ce qui se passe et on voit, parce qu'il y a l'enfant, la mère sort très tôt. À 6 heures, revient à 21 heures. À la recherche de la pitance quotidienne. Oui, mais il faut que le garçon aussi vive. Elle part, c'est pour son plaisir simplement qu'elle est partie, parce qu'elle a des charges. Le papa aussi a des charges. Il y a cette réalité en face de nous. Mais qu'est-ce que l'enfant fait? Où tu es pour occuper cette absence où personne ne lui dit quoi que ce soit? Il prend peut-être son portable
où ils ont maintenant des petites cartes mémoire où on leur copie tout, visualise des choses pour se calmer. Parce que n'oublions pas que tout se joue avant 6 ans. Et la sexualité, comme on le dit, c'est depuis la conception. Mais ça se met en place. Mais comment les garçons le vivent? Il faut toujours quelque chose pour pouvoir atténuer cet élan qui le pousse vers les choses. Mais il n'y a pas tout de suite un répondant. Donc, ce n'est pas une ignorance pour moi. Moi, je dis c'est parce qu'on ne comprend pas. Et il faut maintenant les ramener à dire il y a quelque chose de ce genre qui nous échappe. Monsieur Avenant, est-ce de l'ignorance ou de la démission de la part des parents? Je crois, Madame Carole, Madame Antoinette l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'ils ont démissionné? Je crois, on ne peut pas dire les parents, on ne peut pas généraliser. Mais je sais qu'il y a certains parents qui démissionnent. Il y en a qui démissionnent, pas parce que peut-être ils ont envie de démissionner, mais peut-être parce qu'ils ne savent pas comment faire. Parce qu'ils sont fatigués peut-être d'en avoir assez faire. C'est pour ça que ça ne devrait pas se limiter aussi qu'aux parents, mais ça doit intégrer la société de façon globale. Ça interpelle maintenant les décideurs, les faiseurs de politique. Ça interpelle les élus. Ça interpelle les journalistes. Ça interpelle les acteurs de la société civile. Ça interpelle tout le monde. Parce qu'un enfant bien éduqué, si on s'entend sur l'éducation, la définition de l'éducation, c'est un plus pour la société. C'est une société bien bâtie. Mais lorsqu'on a des enfants qui ont beaucoup de problèmes de santé, ça nous revient totalement et on verra que la société ne marche pas correctement parce que quelque part, on a démissionné en griffe des responsabilités qui nous incombaient en tant peut-être qu'aînés, en tant que structure, en tant qu'entité de la société ou en tant que plateforme ou système mis en place. Donc, du coup, pour la question d'ignorance, aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup d'outils qui existent. Même le gouvernement s'ingère dans la question. Il y a un guide de dialogue parents-enfants qui est une initiative du ministère des Affaires sociales et de la microfinance qui existe aujourd'hui, qui parle de la question. Hein? Ça montre que même les gouvernants ont compris que c'est une réalité, c'est un problème et les parents ont des difficultés pour peut-être mieux en parler. Du coup, on met à disposition ces outils-là pour faciliter l'accès à l'information. OK, voici comment ça peut s'utiliser. Mais ça ne s'arrête pas que là, parce que ce guide existe aujourd'hui peut-être en français. Avec les multitudes de langues que nous avons aujourd'hui, dans les régions reculées, comment est-ce qu'on arrive à corriger cela? Parce que c'est même là-bas que se posent d'autres types de problèmes. C'est vrai, peut-être on va dire qu'ils n'ont pas accès à Internet, mais attendez, il y a Internet partout. Allez à Carrément quelque part caché là-bas, vous allez voir les gens avec les smartphones. Il y a Internet partout aujourd'hui. Donc, oui, les gens voient ce qui se passe dans le monde, mais est-ce qu'on a des filtres, on a mis en place un système pour filtrer, pour les aider à filtrer et dire, bon, oui, tout est là, mais est-ce que tout vous est utile? Il faut savoir choisir. Donc, de la démission ou de l'ignorance, je pense qu'il ne faut pas peut-être qu'on identifie ça comme le problème, mais c'est de beaucoup plus aller vers les éléments de solution actuelle, parce qu'on est en plein dedans. On ne peut pas parler de démission, c'est une démission, alors c'est quoi on fait? On croise les bras, on va parler de l'ignorance, on fait comment? Donc, il faut peut-être qu'on réfléchisse sur les éléments qui vont nous permettre de sortir de là, parce qu'on est déjà en plein dedans, en fait. On est déjà en plein dedans, c'est tout à fait vrai. Ce qui justifie le fait qu'on est en plein dedans, c'est les différents sextapes, c'est la prostitution qui se pratique aujourd'hui au vu et au su de tout le monde. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui, Madame Domingo, ces dérives au plan sexuel? Non, est-ce que c'est... Le mot dérive, pour moi, je ne pense pas que ça a sa place. Aujourd'hui, on exprime le sexe par une monnaie d'échange. D'abord, même à la maison, si tout n'est pas mis, en tout cas, si tu n'as pas tout, même à la maison, d'abord, comment on amène les enfants à faire les travaux quotidiens, c'est par monnaie d'échange. Si j'apprends déjà à la maison que pour avoir quelque chose, il faut donner quelque chose, je ne peux qu'évoluer dans ça. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. Parce que le plaisir manque à la maison. Cette présence manque. Cette relation de parent à enfant manque. Qu'est-ce que l'enfant... L'enfant voit déjà ce qui se passe autour de lui, la rue, les amis, qui le font et qui viennent, mais il faut l'expérimenter. Et n'oubliez pas,
la sexualité se met vraiment en place chez les jeunes à la puberté, avec ces hormones qui nous empêchent même d'être en éveil, qui nous endort, qui nous poussent à réagir n'importe comment. Mais il faut quand même aller à quelque chose pour se satisfaire. Et il n'y a personne pour t'orienter. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. C'est un vide qu'on veut combler et on constate toutes ces débauches. Mais est-ce que c'est bon pour la société? Mais non. C'est là où l'importance et la nécessité, l'utilité même. Et le bas qui blesse, c'est l'éducation qu'on fait dans les écoles aujourd'hui. Ce qu'on apporte. Il y a des instituteurs qui n'ont aucune expérience dans la question, à qui aujourd'hui on permet de dire à l'enfant, ton corps doit faire ci, tu peux prendre soin de ton corps comme tu veux. Les enfants aujourd'hui viennent à la maison, ils sont captés. Et quand on met les feuilletons, c'est juste cette scène sexuelle, aller vers l'autre, donner des bisous, des câlins qui les intéressent. Mais c'est à nous maintenant de recadrer et parler beaucoup avec nos enfants. Les mères aujourd'hui ou bien les femmes aujourd'hui sont dedans, ils doivent se nourrir. C'est simplement aujourd'hui, on a vu que c'est la chose la plus facile que j'ai en illimité, que je peux utiliser comme je peux. Et c'est comme ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est comme avoir la facture d'électricité à la fin de mois. Mais vous comprenez un peu? Je voulais juste revenir sur... Qu'est-ce que vous pensez de ces dérives dans notre société aujourd'hui? Avant de revenir à la question, je voudrais aborder un élément qu'elle a soulevé, que des enseignants qui peut-être sont insuffisamment outillés pour parler de la question. Ça crée systématiquement de la confusion dans la tête de l'enfant. D'où l'importance de faire de l'éducation complète. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit intégré ou intégral, comme on le dit. On apporte toutes les facettes nécessaires à l'enfant pour mieux analyser. Ah, ok, on a dit ça. On parle de sexualité, on a parlé de santé sexuelle, on a parlé de santé reproductive, on a parlé du genre, on a parlé des questions de droits sexuels, on a parlé des questions de diversité qui peuvent exister dans la société, les questions de tolérance, on a parlé des questions de violence, on a parlé des questions de harcèlement. Et il y a un tout en fait, c'est ça la banque d'informations dans on parle d'éducation sexuelle aujourd'hui. Donc si l'enseignant n'a pas tous ces éléments-là et que l'enseignant doit parler de ça et aborde juste un pan, il crée plus de problèmes qu'il aurait peut-être dû se taire. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il y a lieu peut-être, sur cet aspect, de voir comment renforcer davantage la capacité des éducateurs que nous avons dans plusieurs systèmes, pas que les enseignants, pas dans l'école, mais aussi dans le système extrascolaire, pour voir comment ça peut intégrer facilement nos entités et rendre l'information facilement accessible. Alors, les CESTAP. Aujourd'hui, l'avènement des réseaux sociaux est un fait qui n'a jamais été pris en compte dans nos valeurs. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Dans nos cultures, dans notre tradition. On a fondé nos traditions, nos cultures, nos règles, tout ça là, sans tenir compte d'éventuelles arrivées d'un truc qui peut te faire visionner ce qui se passe peut-être aux États-Unis en l'espace d'une seconde. Donc nos cultures n'étaient pas habituées à ça, mais c'est arrivé. Et ça intègre désormais notre quotidien. Mais est-ce que ça a pu trouver la place pour bien matcher, correspondre avec nos réalités socio-culturelles, avec nos normes, nos cultures, nos valeurs. Ce qui fait que jamais vous verrez jamais quelqu'un aller au CES devant tout le monde, genre venir se débarrasser à une place publique et le faire. Et c'est toujours caché. Mais le problème, c'est que c'est le fait d'avoir enregistré et mettre ça sur les réseaux sociaux, c'est ça qui fait l'élan et qui choque la société. On dit, ce qui était caché aujourd'hui est devenu ouvert. Mais c'est toujours caché. À la seule différence que l'avènement des réseaux sociaux ont amplifié, ont permis de voir, d'enregistrer ce qu'on ne pouvait pas enregistrer. Mais dites-vous que des choses se passaient dans le passé, peut-être à l'aide de l'an 1000 ou bien moins des années avant JC, qu'on ignore tout simplement parce qu'on n'a pas pu enregistrer. On avait peut-être des smartphones, il y a beaucoup de choses qu'on allait comprendre aujourd'hui, on va dire, mais ça existait avant et ça se faisait exactement de la même façon. Donc, vous voyez, moi je crois, pour les questions, elle a dit, l'individu est basé sur l'intérêt, l'échange.
Ok, j'offre ça pour recevoir quoi? On nous a appris ça. Quand tu travailles bien, tu as de bonnes notes et tu es satisfaite. Mais, on oublie une chose quand il s'agit de la sexualité. L'enfant qui naît à partir de la puberté, normalement, c'est inné. Tout être humain est sexué. C'est le contraire qui serait préoccupant. Qui doit inquiéter. Oui. Parce qu'à partir de la puberté, les sécrétions hormonales, tout ça, prédisposent l'individu à des envies sexuelles, à l'excitation sexuelle. Et ça force et ça pousse sa curiosité. Mais là, il y a deux événements qui se passent. Le premier, quand l'enfant est né jusqu'à un certain âge, l'enfant reçoit très bien des câlins, de l'attention des parents et tout. C'est un signe d'amour. C'est un signe d'amour. Mais lorsqu'un autre enfant vient tout de suite, ou bien lorsque l'enfant atteint un âge, on dit, bon, tu as assez grand, tu ne mérites plus nécessairement des câlins. Mais vous oubliez que ça intégrait déjà sa façon d'être. Il a besoin de ça. À la puberté, combien de parents continuent de faire des câlins et de cajoler? Dans notre société. Zéro. Ou presque, enfin, pas zéro, presque pas. Et ça, déjà, c'est un problème. Du coup, je dois chercher le câlin, cette satisfaction-là. Je vais chercher ça quelque part. Quelque part d'autre. J'ai vu à la télé, j'ai eu le temps de voir depuis mon enfance à la télé qu'on peut se donner des câlins pour recevoir du plaisir. Et voilà que je commence par quelque chose en moi, mais je n'ai pas compris. Quelque chose en moi commence pas à me pousser vers cela. Et l'expression, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de comprendre. Et à ce moment-là, ça ne filtre pas. C'est-à-dire, si l'enfant n'a pas des outils pour mieux filtrer le choix à faire, l'enfant risquerait de faire le choix que tout le monde voit systématiquement. C'est-à-dire... Et qui interpelle les parents. C'est-à-dire, l'envie sexuelle sera toujours là pour les enfants. Même si votre enfant est calme et puis est peut-être vierge et n'a jamais été au rapport sexuel, ça ne veut pas dire que l'enfant, ce n'est pas parce qu'il ou elle n'a pas d'envie sexuelle. Non, l'envie vient toujours. L'envie aura, de façon périodique, ça viendra. Mais quelle est la gestion qui est faite de cela? Quels sont les outils que vous avez donnés à l'enfant pour mieux gérer en votre absence? Surtout cela. Parce que l'enfant ne voudra jamais aller au sexe devant vous. L'enfant ne saura jamais à ce que peut-être vous sachiez si éventuellement vous ne discutez pas comme des amis. Alors, je vais caricaturer en disant juste, lorsque vous avez soif, vous avez la possibilité de boire de l'eau pour étancher votre soif, comme vous pouvez boire de la bière ou un soda, n'est-ce pas? Comme vous pouvez boire aussi de l'eau du marigot ou de l'eau du puits. Ça dépend des outils, des éléments que vous avez là en ce moment pour pouvoir décider. Donc du coup, travaillons à ce que l'enfant puisse peut-être boire de l'eau potable lorsque l'expression de la soif viendra. Donc lorsque l'expression de la soif sexuelle viendra, quels sont les différents éléments qu'on aura mis en place pour permettre à l'enfant de choisir? Ça, c'est pour ma santé. Ça, c'est pour mon bien-être. Et l'enfant pourra choisir. Et puis l'enfant pourra choisir, chers téléspectateurs, chers invités, c'est le moment pour nous de faire la nuance, c'est bien sûr dans la part des choses. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amis de Faisons la part des choses, quand on évoque la dépravation sexuelle qui s'observe au sein de la couche juvénile aujourd'hui, avec les sextapes à la volée, tout de suite on culpabilise les parents. Mais attention, faisons la part des choses. Aucun parent, fût-il père ou mère de famille, ne peut décider d'asséner à sa progéniture des contre-valeurs qui vont les conduire à leur perte. Tout parent digne fait de son mieux pour donner une bonne éducation à ses enfants pour qu'ils soient irréprochables en société. Malheureusement, l'enregistrement ne réussit toujours pas. Que peut une mère face à un enfant qui refuse d'entendre raison et qui préfère suivre sa propre voie? Quel que soit ce qu'on dira, chacun est responsable de ses actes, à moins qu'on soit mineur. Ce qui tue la jeunesse aujourd'hui, c'est le manque de dignité, le non-respect de la chose sacrée, le goût effréné pour le gain facile, le suivisme et l'irresponsabilité. Le sexe est devenu objet de distraction et de commerce. Pourtant, il reste sacré. On fait n'importe quoi avec n'importe qui et n'importe comment. Sinon, comment comprendre qu'un jeune conscient et en pleine possession de ses facultés mentales puisse se faire filmer au cours d'une relation charnelle? Comment comprendre que des jeunes préfèrent avoir d'intimité avec des femmes et des hommes ayant l'âge de leurs parents avec comme toute contrepartie des billets de banque? Comment comprendre que le multipartenariat sexuel soit aujourd'hui la norme chez certains jeunes? Je
me refuse d'accepter ces bêtises. C'est franchement inacceptable pour une société qui a vu naître et grandir. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous déconnez, vous faites des bêtises, des cestés en ville, certes le nom de la famille est sali, mais vous êtes les seuls qui subissez véritablement les conséquences désastreuses de vos actes. Vous jeunes qui vous adonnez à ces pratiques malsaines, quand on rêve grand, on a des objectifs à la mesure de ses ambitions, on choisit d'être digne et pour cela, il faut réfléchir avant d'agir. Avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui sont aujourd'hui à portée de main, vos actes deviennent immortels et peuvent vous retomber dessus à un moment où vous y attendez le moins. Alors, chers jeunes sœurs et jeunes frères, mollo, mollo. Réfléchissez beaucoup avant d'agir, soyez responsables de vos actes. Ce sera tout pour la part des choses de cette semaine. Merci de votre fidélité. À très bientôt pour d'autres nuances. Eh bien, Madame Domingo, il est facile d'incriminer les parents. C'est mon opinion, c'est ma chronique. Qu'est-ce que vous pensez de cette nuance? Non, on n'incrimine pas les parents. Les parents font ce qu'ils peuvent. Mais aujourd'hui, on jette tellement de discrédit sur l'acte des enfants. C'est là où moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre nuance. Parce que l'enfant, on ne l'a jamais mis debout pour dire il faut aller à l'acte de telle manière et se comporter de telle manière. Aujourd'hui, on a vu des jeunes qui veulent appliquer ce qu'ils ont visualisé pour s'extaser, pour au moins exprimer, pour exister. Parce que les enfants n'existent plus dans les familles aujourd'hui. On voit des parents qui sont au boulot, qui sont sur les lieux de travail, qui rentrent à la maison et encore sont scotchés à leur portable en disant que c'est ça qui me nourrit, c'est mon outil de travail. L'enfant existe. C'est la réalité quand nous prenons notre cas. Mais je ne refuse pas. C'est notre outil de travail. L'enfant est où? L'enfant n'a trouvé que de s'exposer pour exprimer aussi cette sexualité qui le pousse à aller quand même se découvrir. Mais si on permettait à l'enfant déjà à la maison d'exister en l'appréciant à sa juste valeur, en lui donnant une minute. Moi, je dis, quand les parents rentrent, prenez la peine d'observer au moins pendant 10 minutes ce qui se passe pour pouvoir se reposer. Mais n'incriminez pas. Vous savez, tout de suite, quand vous avez tellement peint le tableau en noir, alors que... C'est pas moi, c'est la société. Oui, mais c'est la société pousse toujours... C'est la vie de la société. Je vais donner un exemple. Chaque fois, quand un aîné ou un adulte pose des actes ignobles sur une petite fille ou un petit garçon, qu'est-ce que les médias en font? On en amplifie. Mais l'autre dit, mais donc ça se passe, donc ce que je ressens, donc on peut y aller. Très rapidement, Madame Domingo, quelle est la réplique alors significative face à tout ceci? Trouvons des mots à recadrer nos enfants. Ne fuyons pas le débat. Discutez de la sexualité avec les enfants. Aujourd'hui, on ne peut plus leur cacher des choses. Et simplement, ce n'est pas en visualisant des pornos et l'appliquer. Non. Les enfants, c'est que... Il faut simplement que les parents sachent, ce n'est pas parce qu'ils n'arrivent pas à assumer leurs responsabilités. Mais simplement, c'est quelque chose qui les échappe. Ils n'ont qu'à recadrer un peu l'utilisation qu'ils font de leur portable. Monsieur Avanon, très rapidement, votre réaction. Oui, moi je pense que peut-être votre chronique a peut-être voulu dénoncer quelque chose, mais personnellement, je crois qu'il faudra peut-être voir en dénonçant de pareilles choses, quel est le langage à utiliser. Parce que soit votre langage que vous utilisez va totalement desservir vos intérêts, ou soit ça va servir vos intérêts. Peut-être que c'est là actuellement, et comme le disait Madame Domingo, ça encourage le tabou, ça encourage le caractère, on n'en parle pas pratiquement. Parce que... Pas du tout. Parce que les gens vont toujours... La nuance faite dans cette chronique, c'est qu'on a toujours l'habitude d'incriminer les parents. Quand l'enfant fait mal ou quand on constate les mauvais comportements sur les réseaux sociaux, la première personne qu'on incrimine, c'est d'abord les parents de façon générale et c'est plus particulièrement la femme mère au foyer. Alors,
quelle femme et quelle mère a envie de ne pas inculquer les bonnes valeurs que la société béninoise en particulier impose à l'enfant? C'est ça le problème, c'est que qu'est-ce que vous appelez valeur dans cela? Est-ce que c'est le fait d'aller au rapport sexuel, ou c'est le fait de filmer un rapport sexuel, ou c'est le fait de mettre sur les réseaux sociaux ce qui a été filmé? C'est tous ces Donc, dérives-là. vous voyez, parce que un enfant bien éduqué n'aura pas autant de facilité à se faire déjà filmer, accepter même qu'est-ce que vous appelez bien éduqué? sexuelle soit filmée. Non, Il y a faut déjà que, un problème. je pense qu'il faut qu'on clarifie ce qu'on appelle éducation. Ce que vous appelez peut-être pour vous bien éduquer, c'est par rapport peut-être à des valeurs, à une éducation que vous avez reçue. Et ce que vous avez reçu comme éducation peut ne pas être une bonne éducation chez moi, dans ma famille. Dans la même maison, dans la même cour, vous allez voir des gens différentes éducations. Et l'éducation dans un foyer n'est pas nécessairement ce qui est pratiqué dans le foyer juste à côté. Donc la question de bien éduquer est relative. Ce que vous voyez aujourd'hui... Justement, donc vous me rejoignez. Vous me rejoignez parce que dans une même famille où il y a 4 enfants, il y a 3 qui respectent les valeurs inculquées, les bonnes mœurs, de bonnes mœurs. C'est quoi les bonnes mœurs? C'est quoi les bonnes valeurs? Il y a une personne qui peut décider d'aller contre ces valeurs et de s'afficher de vivre une mauvaise vie dans la société. Oui, mais à cause de cette personne... Le problème, c'est quoi? Le problème ici aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce qu'on a des valeurs établies, connues et tout? Quand on va rentrer dans ce débat, vous allez vous rendre compte que ce que vous prenez comme valeur n'est pas valeur peut-être à Natitengou, ou ce que les gens appellent valeur à Parakou n'est pas la même chose parce que vous prenez un village de Savalou. Donc, en principe, je crois, il y a un fait aujourd'hui, et quand on revient sur la question des cestapes, il y a un fait aujourd'hui qui existe. Quel est l'élément à corriger dedans? Lorsque nous regardons, quel est l'élément à corriger? Justement, comment arrêter la saignée? Là. Donc, pour arrêter la saignée, comme on le dit, je pense que arrêter serait un peu trop ambitieux, mais on peut mettre en place des stratégies pour filtrer, pour réduire les impacts que ça pourrait avoir négativement. Mais pour ça, il faut déjà identifier c'est quoi le problème. C'est pour ça que je dis, lorsque vous prenez les questions de ces steps, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est le fait que les gens aient un rapport sexuel? Est-ce que c'est le fait que les gens filment? Ou bien c'est le fait que les gens mettent sur les réseaux sociaux? Et le fait de l'appliquer uniquement aux adolescents, aux jeunes aussi, moi je ne suis pas trop d'accord parce qu'il y a des adultes aussi qui le font. Du coup, je crois, pour arrêter la saignée, enfin, pour réduire la saignée ou des interventions, tout passe, ça interpelle toutes les entités aujourd'hui au Bénin, déjà au niveau national, sans par le niveau départemental, au niveau communal et au niveau arrondissement, même au niveau village. Il faut que les autorités ou les différentes entités, les acteurs de la société civile qui sont à ces différents niveaux-là aussi, les journalistes y compris, et toute personne qui disposerait de l'information de qualité, puisse s'investir dans nos stratégies de développement. Lorsque nous faisons des interventions, lorsque nous pensons à intervenir, à agir pour la société, il faut qu'on tienne compte de ces éléments-là, que nous investissons aussi dedans. L'éducation dont on parle aujourd'hui, quelle est la stratégie aujourd'hui au niveau national qui existe? C'est vrai qu'il y a des interventions qui existent, mais je pense que dans notre stratégie de développement, ça doit intégrer nos programmes, nos communications, ça doit intégrer notre quotidien et tout ce que nous pensons pour les adolescents et jeunes. Nous tendons vers la fin de cette émission et c'est le moment pour la coach Gladys Agege-Soulé Adam de récupérer ces minutes pour nous parler de comment parler du sexe avec les enfants. C'est dans les minutes du coach. Alors, vous venez de suivre la coach Gladys. Votre réaction très rapidement? Non, elle a résumé simplement comment aider l'enfant pendant toutes les étapes du développement de sa vie. Et je crois que c'est ce qu'on a eu à échanger depuis le début. Mais elle a spécifié des aspects sur de parler à l'enfant de 3 ans, de choisir le moment important et les mots qu'il faut. Et ça, c'est ce à quoi les spécialistes s'attellent à aider des parents qui veulent être des parents. Parce que ce n'est pas parce que j'ai fait d'enfants aujourd'hui que je suis parent. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, nous n'avons plus cette responsabilité en ce qui concerne la parentalité. Mais il faut qu'on accepte acquérir d'autres nouvelles pratiques pour pouvoir aider l'enfant dans le développement et l'expression de sa sexualité. Et elle a abordé les aspects, les conséquences, des grossesses non désirées et tout ça là. C'est à la puberté, c'est là où le problème se pose. Parce que la puberté, c'est le développement des hormones. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler.
Vous voyez, c'est que quand on lance la lance, il faut que ça aille cogner. C'est un processus Soit, naturel, en fait. C'est naturel. On ne peut jamais toucher. Donc, une fois encore, les parents doivent redoubler d'ardeur à calmer ces hormones, ces émotions qui sont à 1020 ou 1280 à l'heure dans la vie du jeune pour l'amener quand même à s'épanouir et grandir et vivre sa vie dans l'amour. Monsieur Kader, votre appréciation en guise de mot de fin. Oui, je crois que le coach a donné beaucoup d'éléments et que j'épouse aussi totalement. Juste ce que j'aurais peut-être à ajouter, c'est que au-delà des éléments apportés par le coach, il y a des structures aujourd'hui, notamment comme l'ABPF, qui s'investit dans l'éducation sexuelle, l'éducation complète à la sexualité des enfants, des jeunes particulièrement, avec une stratégie qui est très bien. Et j'encouragerais cela, c'est d'utiliser des jeunes eux-mêmes. Parce que les jeunes sont plus faciles, il est plus facile de discuter entre eux, entre pairs, voilà, entre générations. Donc, c'est de former des jeunes champions, des jeunes pères qui sont des éducateurs de leur père et qui vont de façon périodique échanger avec leur père. Mais attention, c'est vrai, on a de telles priorités, on échange bien dans un jargon jeune, avec une stratégie jeune, on arrive à approcher les jeunes. Et puis, ça parle vite, ça sauve beaucoup de personnes. Mais c'est vrai que ça ne suffit pas encore. Il y a beaucoup de stratégies qui doivent accompagner. Du coup, c'est là où j'en appelle vraiment à l'intérêt qui doit être porté à la question d'éducation sexuelle au Bénin aujourd'hui. Il y a déjà des initiatives, certes, mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Il faut passer à la phase de généralisation. Il faut veiller à ce que nos politiques puissent effectivement intégrer cette question de comment favoriser des entités comme ça dans beaucoup de régions pour que même quand les parents, je suppose, n'ont pas le temps, parce qu'il y en aura toujours qui n'auront pas le temps, ils puissent avoir des endroits où référer leurs enfants pour davantage de conseils. Encourager les enfants à aller vers des centres comme ça, où ils peuvent recevoir des conseils, ils peuvent recevoir des orientations pour mieux gérer leur sexualité ou les déconvenus qui pourraient être liés de leur comportement sexuel. Merci à vous, Monsieur Avonon. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à vous, chers invités, pour toutes ces précisions que vous venez d'apporter sur ce plateau. Chers téléspectateurs et amis auditeurs de la 102.3, merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro de Tribune des femmes.